Bonsoir à tous. Deux mots du Slow Voltage Project. Le Slow Voltage Project, ça commence en août-septembre 2024 et ça remonte au confinement du Covid, durant lequel Jocelyn décide de récupérer sa 2 chevaux et de la retaper entièrement. Un petit mot aussi peut-être pour dire qu'en 2020, il s'est passé quelque chose d'intéressant pour les amateurs d'anciennes voitures. C'est que la loi sur le rétrofit est passée et qui rendait possible le remplacement des moteurs thermiques de véhicules par des moteurs électriques sur des modèles anciens. Et donc de commencer à voir apparaître sur la route des voitures iconique comme la 2 chevaux, mais avec une motorisation sur batterie et moteur électrique. Moi, j'ai tout de suite été charmé par le véhicule. Jocelyn me l'a prêté pendant une semaine. Je pense que c'était un stratagème secret pour m'embarquer dans l'aventure, parce que c'est très convaincant de conduire une 2 chevaux. C'est le seul véhicule à moteur que vous conduisez qui file la banane aux gens quand ils vous cèdent le passage. Je veux dire, ça n'arrive jamais avec votre véhicule, ça n'arrive pas, quoi. Là, en fait, les gens sont ravis de vous regarder passer, vous font coucou, vous arrêtent au marché pour vous dire « elle est superbe votre Doche », etc. Ah oui, c'est pas la mienne, c'est celle d'un ami. Bref, on y prend goût. Et donc, on s'est dit que ce charme, il fallait l'utiliser intelligemment pour défendre aussi nos idées et nos valeurs. Il y a toujours un petit stratagème derrière tout ça. Et donc, on a un petit peu travaillé ensemble à quelles étaient les valeurs qu'on avait envie de partager avec le monde sur ces sujets. La première, c'est qu'on était tous les deux assez d'accord que le futur du voyage aujourd'hui, c'est le voyage lent, parce que les limites physiques du monde font que le voyage rapide amène à des excès qui mettent l'humanité en danger, et que donc le voyage lent, c'est une des seules options, mais c'est aussi une option qu'on voulait expérimenter parce qu'on la croit très attractive et très agréable à pratiquer. Et on en avait aussi autour de nous énormément de gens qui étaient fascinés par la contrainte du voyage lent, et on voulait montrer que c'était enviable en fait de voyager lentement. Et donc cette notion de slow travel, c'était la première valeur qu'on voulait partager. Ensuite, il y en a une deuxième, c'est l'idée que on est dans un monde qui est extrêmement haute technologie, et qu'on passe, à mon sens, et au sens de Jocelyn aussi, complètement à côté d'une dimension très intelligente et innovante, mais qui relève de l'innovation sobre, en fait, donc, dans lequel on va mettre la puissance intellectuelle au service de la sobriété de ressources et non pas au service d'une débauche de moyens, de minéraux et de métaux pour fabriquer des voitures dont maintenant les chauffe-gobelets et les réfrigères-gobelets et les espèces de salons ambulants qu'on voit apparaître sur le marché. Et nous, on est convaincus qu'en fait, ça demande beaucoup d'intelligence aussi de faire quelque chose d'utilisable avec peu de ressources, et que ça demande quand même une certaine réflexion. Et puis la troisième chose, évidemment, c'est qu'on avait envie de causer le climat et de sensibiliser les gens et d'en profiter pour aussi parler du fait que le voyage lent, c'était un moyen aussi de respecter les contraintes climatiques. Alors du coup, de cette troisième contrainte est sortie une règle évidente pour nous qui était, si on fait du tourisme, quelque chose qui a priori donc représente normalement une couche qui vient assez haut dans la pyramide des besoins humains, on essaie de le faire de la manière la plus sobre possible et on essaye de minimiser nos émissions et notre transformation climatique. Et effectivement, la 2 chevaux, elle est parfaite pour ça, parce que un véhicule qui est efficient, c'est déjà un véhicule qui est léger. Et donc un véhicule léger et qui va à une vitesse réduite, il va bien dans le sens de l'énergie cinétique égale la moitié de la masse fois la vitesse au carré. Donc on réduit la masse, on réduit la vitesse, forcément, on arrive avec un kilomètre qui est moins carboné, moins émissif et moins concentré de ressources qu'avec des voitures plus modernes. Ensuite, on veut le faire donc de manière sobre, et puis on veut le faire aussi avec une dimension résiliente, réparable, ce que la 2 chevaux avait et qui est malheureusement plus vrai dans les voitures récentes. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui est quand même significativement bricoleur, une bonne partie de la réparation et de la transformation du véhicule est à la main du propriétaire, ce qui n'est plus du tout vrai dans les voitures qu'on a aujourd'hui. Du coup, on s'est donné cette règle-là, on s'est dit, on n'est pas complètement réfractaire au changement. Lorsqu'il y a des bornes et qu'elles fonctionnent dans un pays où l'électricité est peu carbonée, comme la France, cocorico, et on est un des rares pays où c'est particulièrement vrai, on ne s'interdit pas évidemment d'utiliser les bornes de recharge, mais à partir du moment où on commence à aller vouloir s'aventurer dans des pays où l'électricité est assez carbonée, et c'était le cas de Jocelyn puisque très tôt dans le projet, il a eu envie d'une expédition au Maroc, on a été vérifié très rapidement, on s'est rendu compte qu'au Maroc, on est parmi les électricités les plus carbonées du monde en fait, on n'est pas loin. En Europe, on pourrait comparer ça au mix polonais par exemple. Au Maroc, le mix il est entre 500 et 700 grammes de CO2 par kilowattheure. Pour vous donner une image, en France, on est à 10 fois moins à peu près. On est à peu près à 50 grammes de CO2 au kilowattheure. Donc avec ce facteur 10, évidemment, ça devenait plus difficilement défendable d'utiliser un véhicule électrique. Et de fait d'ailleurs, c'est intéressant, mais c'est moins intéressant d'utiliser un véhicule électrique au Maroc que ça ne l'est dans un pays où l'électricité est peu carbonée, bien évidemment. Alors du coup, vous parlez de ce véhicule un peu plus dans le détail, et là je vais avoir recours à mon acolyte qui est beaucoup plus spécialiste que moi. Juste dire une chose, c'est que la terminologie qu'on va utiliser ici, donc de 2 chevaux rétrofit, c'est une 2 chevaux d'origine, en l'occurrence de 86, dans laquelle on a remplacé l'ensemble de la chaîne de traction thermique par un moteur électrique et une batterie. Maintenant, Jocelyn il va vous expliquer quelques autres modifications qui ont été rajoutées pour le rendre encore plus versatile et encore plus à même de le suivre dans les aventures qu'on avait envie de mener.
Ok, donc effectivement, ouais, donc la 2 chevaux telle que, donc elle est homologuée rétrofit, donc c'était fait originellement par un installateur qui est homologué rétrofit parce que c'est la réglementation qui l'exige. Donc c'est le premier véhicule en France d'ailleurs qui a été homologué rétrofit. Donc celle-ci, c'est une 2 chevaux que moi, c'était mon premier véhicule. Je l'avais acheté quand j'avais 19 ans, un truc comme ça, 19-20 ans. Avec lequel on a roulé un petit peu, je l'ai restauré. Le premier châssis avait cassé, je l'ai changé, etc. Et après, elle a été dans une grange et jusqu'à ce que je la ressorte là pendant le moment du Covid, dès lors que la réglementation était en place. Et donc, elle a été rétrofitée dans le sud de la France. Le véhicule, j'ai récupéré, on a fait pas mal de kilomètres avec, j'ai dû faire peut-être 2000 km pour le tester. Et j'ai eu envie de mieux le connaître et me former un peu sur ses motorisations, la programmation du moteur, le management de la batterie pour voir comment on pouvait l'améliorer. Et comme disait Raphaël, le rendre un peu plus versatile, typiquement pour ce type d'expédition. C'est vrai qu'après, on embarque typiquement une batterie à bord. C'est un peu dommage d'avoir un élément comme ceci et par exemple de ne pas pouvoir générer 220 volts, ce qui est très facile en fait à faire. Donc là, si on part un petit peu de la schématique, donc vous verrez qu'effectivement que la roue de secours est à l'avant. C'était fait parce qu'effectivement on perd de la place à l'arrière pour la roue de secours et ça permet de rajouter du poids sur l'avant du véhicule. Comme c'est un véhicule à traction, l'idée c'était de pouvoir emprunter des chemins avec un peu de déclivité et aller dans le sable aussi, c'est important d'avoir vraiment du poids sur l'avant. Le moteur électrique qui est à l'avant, c'est un moteur de 20 kW qui correspond à la puissance d'origine, parce qu'on ne peut pas, la réglementation interdit de dépasser la puissance d'origine. On pourrait le faire facilement parce que les moteurs électriques sont vraiment très peu encombrants. Mais après, il faut qu'il y ait tout le système de freinage et de suspension qui suit avec. Donc, dès lors que c'est un véhicule qu'on ne touche pas, la réglementation impose à ne pas dépasser la puissance d'origine. Mais on a quand même un comportement du véhicule qui change parce qu'on utilise un moteur électrique qui a une mécanique assez différente dans lequel on a un couple à très bas régime. Donc en fait, le comportement du véhicule est un peu différent par rapport à sa version thermique. On a une puissance qui est quasiment instantanée. Ceux qui ont des véhicules électriques le savent d'ailleurs très bien, c'est qu'en fait, on a de la puissance tout de suite. Voilà, donc ce qui impose de faire un petit peu attention avec la boîte de vitesse qui est restée d'origine pour la préserver un peu. Donc une batterie de 10 kWh qui suffit pour faire 100 km. Donc 10 kWh, c'est si on veut comparer un véhicule classique comme on voit assez régulièrement, vous prenez par exemple une Renault Zoé, et on a un cinquième, on a 20% de l'équivalent de batterie d'une Renault Zoé. C'est vraiment une petite batterie, on ne peut pas faire beaucoup plus petit en fait. Et qui nous donne quand même malgré tout une autonomie de 100 km. Alors le système de recharge, j'ai dû le reprendre pour pouvoir charger plus rapidement sur cette batterie. Donc j'ai mis un chargeur qui est un peu plus puissant de façon à pouvoir faire des longues distances. Parce que le chargeur initial qu'il y avait dans le kit, il demandait 9 heures pour pouvoir recharger la batterie. Donc ça a exclué tout de suite des longs trajets si on veut être rechargé. Donc si je ne peux pas attendre 9 heures chaque 100 km pour... là je pense que je serai encore sur le trajet. Voilà. Donc là, j'ai essayé de pousser la puissance de recharge tout en faisant attention à la batterie qui peut, avec des puissances élevées, avoir des problèmes de réchauffement, quoi. Peut-être, je t'interromps 2 secondes, Jocelyn, pour préciser un truc, parce que je pense que les gens qui n'ont pas de véhicule électrique ne sont pas forcément au courant de ça, puis que c'est toi qui me l'as appris. C'est qu'il y a 2 manières de charger un véhicule électrique sur les bornes. On peut le charger avec du courant alternatif ou avec du courant continu. La 2 chevaux n'accepte pas de courant continu. Donc la seule charge qu'elle utilise, c'est une charge qui utilise son propre chargeur qui est à bord du véhicule. Et donc ça veut dire qu'augmenter la puissance de ce chargeur embarqué, c'est le seul levier qu'on a pour réduire le temps de charge. Donc, et l'avantage de ça, c'est effectivement que des bornes en courant alternatif, il y en a une multitude par rapport aux bornes en courant continu, qui, elles, demandent beaucoup plus de matériaux aussi, parce qu'en fait, les bornes qui délivrent du courant continu pour injecter directement dans la batterie, elles ont leur propre transformateur. Voilà, bon après le véhicule, effectivement, comme il allait faire du tout-terrain, etc., j'ai mis des renforts sur des parties qui pouvaient être un petit peu plus fragiles, sachant que la 2 chevaux est quand même déjà bien capable d'aller hors les chemins, mais dans la mesure où elle était un peu chargée, j'allais dans des endroits où c'était dans le désert, etc., où ça pouvait être compliqué de pouvoir réparer. J'ai préféré renforcer un peu le véhicule. C'était relativement facile, il faut souder quelques barres et puis c'est fini. Donc ça, c'est la version classique sans autonomie solaire. La configuration que Jocelyn a utilisée au Maroc, c'est celle-ci, donc 32 panneaux déployés, donc une surface de 24 mètres carrés à peu près. À minima. À minima, ouais, quand ils sont vraiment optimisés et bien serrés. Quand le soleil est assez vertical, voilà. Et donc pour une puissance maximale de 4 kW crête qui viennent alimenter cette batterie de 10 kWh. Et donc ce dispositif, on l'a nommé la centrale solaire nomade. Alors, quelques ordres de grandeur à vous donner sur le véhicule. Jocelyn l'a dit, la batterie, elle fait 10 kWh. Ce qui est très chouette, c'est la beauté de ces chiffres, parce qu'en fait, 10 kWh et 100 km d'autonomie, ça fait que des bases 10, donc c'est très facile à calculer. Du coup, on fait à peu près 10 km avec 1 kWh. Je vous ai mis la comparaison, un véhicule moyen actuel, électrique, j'entends, consomme à peu près 17 kWh au 100, donc on est un peu au-dessus de la moitié de la consommation d'un véhicule récent.
et en déployant les 32 panneaux solaires, donc on déploie à 4 kW, et la charge complète de batterie, qui est une des questions qui était clé pour l'expédition, c'est 3 heures en conditions idéales, c'est-à-dire avec un ensoleillement maximal. Voilà. Sachant que si j'utilise le chargeur qui est à bord sur une borne de recharge ou alors sur une prise qui peut délivrer 32 ampères, pour chaque minute, je recharge 1%. C'est très facile à calculer quand on arrive, on se branche sur une borne, on voit on est à 50%, on sait qu'on en a pour 50 minutes. Donc ça veut dire que grosso modo, quand la batterie est déplétée à peu près, que j'arrive à 20%, il faut une petite heure et demie pour recharger et repartir pour 100 km sur une borne. Donc la moitié du temps par rapport à la recharge solaire. Alors tout à l'heure, on vous a parlé de véhicule to load. Suite aux modifications que Jocelyn a opérées sur le véhicule, il a la capacité de servir du 220 volts. Ça peut sembler une sorte de gadget, mais en fait, la batterie d'une voiture aujourd'hui, alors a fortiori avec les voitures récentes, mais même avec une voiture d'une batterie de cette taille-là, c'est déjà très significatif sur une consommation électrique classique. J'ai fait le test avec la mienne, avec une voiture récente de 50 kWh. Moi, j'ai une consommation de maison qui va autour de 12 kWh par jour, 15 les jours de vraiment grosse consommation. Et donc ça veut dire que je peux faire tourner ma maison pendant 3 jours sur la batterie de ma voiture quand elle est pleine, quoi. Et quand je dis ça, je dirais avec des pizzas au four, voilà, pas du chauffage électrique. C'est le seul bémol évidemment à avoir. Mais sinon, globalement, c'est des capacités importantes. Et donc là, ça veut dire qu'avec 10 kWh, on peut déjà aisément faire marcher une bouilloire. On peut faire des cookies si on a envie de faire des cookies. On peut faire marcher une plaque à induction pour faire le repas du soir, par exemple. Tout ça fonctionne très bien. Et du coup, c'est assez performant puisqu'on peut avoir chargé la journée et déplacer le soleil le soir au moment où on en a besoin pour faire le repas du soir avec la batterie. Et c'est vrai qu'avec la 2 chevaux ici, on a fait un test où j'ai branché, c'était en jour rouge cet hiver, le dernier jour rouge d'ailleurs, je voulais essayer. J'ai coupé l'alimentation de la maison, j'ai branché la 2 chevaux sur la maison, puis on a tenu 24 heures. Voilà. Bon, on n'a pas de chauffage électrique effectivement, mais tout ce qui est ventilation, frigo, qui a un congélateur aussi, la cuisine, donc on fait un repas le midi, un repas le soir, ça a fonctionné et c'est passé sans problème. Alors du coup, fort de tout ça, on avait envie de vous proposer 2 nouvelles unités qu'on a appelées le kilomètre I de chevaux et la minute de charge solaire. Et on vous a mis quelques équivalences ici de ce que ça représente. Donc la colonne en rouge, c'est le kilomètre I de chevaux et la colonne en gris à droite, c'est la minute de charge solaire. Donc par exemple, une recharge de smartphone, c'est 160 mètres en I de chevaux. Mais la bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces consommations sont tout à fait acceptables pour la 2 chevaux avec sa batterie qui pourtant est de capacité plutôt limitée. Donc voilà, un café dans le désert, 200 mètres d'autonomie. Et le repas chaud dont parlait Jocelyn, un repas chaud pour 5, donc un plat de pâtes plus une omelette, c'est 10 km à peu près en I de chevaux, donc c'est 1 kWh, donc c'est un dixième de la batterie. Et la charge complète, donc, ce qu'on vous a dit, c'est 100 km. Et alors la minute de charge solaire, oui, par contre, je ne l'ai pas mentionné, mais du coup, vous les avez là à droite avec la centrale solaire en l'état où elle a été présentée, c'est-à-dire 4 rangées de 8 panneaux, 4 kW de puissance. Et donc 3h20 de charge complète, mais seulement 20 secondes de recharge de panneaux solaires pour charger un mobile, par exemple. Alors c'est pas 20 secondes le temps que ça mettra à votre mobile de se charger, mais c'est 20 secondes pour générer l'électricité qui est nécessaire à charger votre mobile. Parce que votre mobile, lui, il charge toujours à la vitesse de son chargeur, pour le coup. C'est pas parce que vous avez 2 fois plus de panneaux qu'il va se charger 2 fois plus vite, quoi. Alors quelques tests qu'on a fait avant l'expédition de Jocelyn en photo. Pour tester ce freinage régénératif, par exemple, on est allé au col du Lautaret à 2058 mètres, voilà la preuve en photo. Et ça nous a permis de tester du coup à la descente ce fameux système de freinage régénératif, de voir dans quelle mesure ça aidait à freiner dans les descentes un peu de rue, un peu forte, et puis de constater aussi quelle était la différence d'autonomie que représentait la déclivité en utilisant un système de freinage régénératif. Moi, j'avoue que j'ai été un peu impressionné par le résultat, parce que vous fassiez le trajet en montant au col du Lautaret et en redescendant, ou que vous fassiez la même distance sur du plat, ne change pas grand-chose. C'est moins de 10% d'écart, quoi. Donc en fait, là où la montée est pénalisante en thermique, elle l'est beaucoup moins effectivement électrique. Alors ce qu'on dit là, c'est évidemment vrai aussi pour des véhicules électriques plus récents. On n'a pas mis de chauffage. Mais en fait, le chauffage de la 2 chevaux, vu son niveau d'isolation, j'ai envie de dire, c'est... Enfin si, on avait un chauffage, ça s'appelait une doudoune, quoi. Ouais, voilà, on avait des bonnes doudounes, en fait. On allait faire moins 5, je crois, le jour-là. Je crois qu'on a même décapoté, d'ailleurs, par moment dans la montée. Ouais, pour en revenir un peu sur les performances là, on n'est pas arrivé en poussant la voiture en haut du col. En fait, quand on est arrivé, on avait un corps de mémoire 34 ou 37%, une quarantaine de pourcents en haut du col, et on aurait pu aller jusqu'au Galibier en fait. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de borne de recharge dans la montée. Donc en fait, la dernière recharge qu'on a fait, c'était à Bourdoisan. Et donc en rechargeant en Bourdoisan, ça veut dire qu'avec un petit véhicule, avec une recharge en pied, voilà, dans la vallée, on pouvait passer le col, et on pouvait même monter au Galibier avec. Donc ça, c'était assez surprenant en fait, hein. Je pensais qu'on allait un peu plus ramer. Et ça aurait été éventuellement chez les particuliers à la Grave où pour essayer de recharger, mais ça n'a même pas été marrant, quoi. Du coup, c'était oui, c'est clair. de challenge. Et c'est pareil, on espérait avoir du mauvais temps avec de la neige et tout, mais on a eu des bonnes conditions quand même, quoi.
Alors on avait aussi testé cet hiver si l'autonomie était amoindrie par la masse et de combien en fait. Est-ce que le fait d'avoir le PTAC chargé complet que Jocelyn aurait en expédition allait le pénaliser sur l'autonomie ou pas par rapport à, voilà, donc avec des sacs de sel et avec des gros pneus qui augmentent du coup la friction et l'adhérence à la chaussée et donc a priori la consommation aussi. Ça les augmentait. Tu veux peut-être commenter sur de combien ça augmente? Moi, je dirais que c'était assez marginal en fait. Bon, le fait d'être plus chargé, ça l'a augmenté à peu près de 10% de mémoire, à peu près 10%. Et le fait, après, j'ai fait le même test avec les roues fines et les roues plus larges. En fait, c'était même peut-être 2%, mais quasiment rien, c'est insignifiant. Sachant que, effectivement, le véhicule est léger, les gros pneus, on les gonfle au maximum de leur pression, de façon à ce qu'ils soient vraiment durs. Et ça fait qu'ils n'ont quasiment pas de friction, en fait. Et ce qui cause vraiment une augmentation de la consommation, c'est vraiment la vitesse, en fait. Et c'est vrai qu'en roulant, on fait des moyennes de 70, voire 80, en fait, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est parce qu'on ne roule pas vite non plus. Donc avec des pneus bien gonflés, bien durs, ça passe. Voilà. On vous a fait un petit résumé des différentes versions. Donc ça a commencé à l'automne dernier dans le garage de Jocelyn, parce que la première version, c'était une version sur bâche, avec l'idée de déplier une bâche qui contiendrait déjà tous les panneaux. Du coup, on l'a testé aussi en conditions réelles. Donc le premier module qui a été construit, c'était un module sur bâche. Et comme l'inclinaison est importante dans la performance des panneaux, il fallait qu'on ait un système ensuite pour étayer d'une manière ou d'une autre la bâche pour la faire tenir avec le bon angle. Et ça, sous des dehors au départ, on va utiliser des barnums ou des choses comme ça, on s'est vite rendu compte qu'un barnum dépliant, ça pèse quand même super lourd, quoi. Et en plus, c'est assez encombrant. Donc ça mangeait beaucoup d'espace dans le véhicule et ça donnait une performance de résultat qui n'était pas excellente, quoi. Et en plus, il fallait être deux pour le déplier, on pouvait pas, c'était pas très modulaire. Donc assez rapidement, Jocelyn est parti sur une version support bois. Voilà, avec 2 panneaux joints ensemble. Donc là, il y a plusieurs éléments qui s'emboîtent un peu comme dans les jeux, là, qui s'emboîtent ensemble, qui sont castrés. Un genre de Lego, quoi. Voilà, une espèce de genre de Lego, donc qui a été taillé d'une certaine forme de façon à ce qu'il puisse bien rentrer derrière les sièges du véhicule aussi. Voilà, les formes ne sont pas au hasard. Là, on a fait un essai comme ça qui demande quand même du temps pour déployer aussi. Donc, qui permettait de gérer 2 inclinaisons, une à 30 degrés et 60 degrés. Et les trous pour alléger la masse, bien sûr. Voilà. À faire ça en série pour toute la centrale, c'était un peu de travail quand même. Alors après, il y a une version très minimaliste, avec une patte en alu et des clips de bureau. Voilà, et ça, c'est avec aussi du carton en nid d'abeille qui est en dessous, on peut le voir un peu sous la tranche, qui avait un bon rapport au niveau du poids. C'est très intéressant au niveau du poids. Et c'était pas mal pour le projet, voilà, cet aspect renouvelable. Ouais. Malheureusement, on a vu d'ailleurs, on a essayé une fois, on les avait laissés par terre et tout de suite, l'humidité, ça a pris dedans. Et il y avait un problème de volume aussi, c'est-à-dire que le pack qu'on a dans le véhicule aurait été 1,5 fois plus supérieur en hauteur. La 4e version, qui offrait pas mal de modularité, si je me souviens bien, parce qu'on pouvait faire pas mal d'angles différents, vu que la boucle permettait d'aller se mettre dans différents trous et donc de réduire ou d'augmenter l'angle du panneau. Mais par contre, qui rigidifiait le panneau toute seule. Elle n'avait pas besoin d'un support supplémentaire. Le panneau lui-même, autrement, il est très fin, quoi. Ça fait que 2 mm, très souple. Et par contre, là, une quantité de travail assez importante aussi pour en faire 32 comme ça, quoi. Ouais. La cycloche devait fonctionner quand même vraiment beaucoup. Et donc la dernière version, avec un panneau polymère à l'arrière évidé, une petite encoche et un support réglable qui gardait l'idée de la sangle qui peut se mettre à différents niveaux. Sachant que ces panneaux polymères, c'est ni plus moins que des panneaux qu'on voit pour les affiches publicitaires. C'est en principe 100% recyclable, enfin il y a une espèce d'économie circulaire par rapport à ça si on les conditionne bien. Voilà, ça donnait la rigidité qui était requise et en même temps, d'un point de vue poids, ça validait aussi et d'un point de vue encombrement. Parce qu'on pouvait vraiment optimiser en mettant les panneaux en quinconce. C'est pour ça qu'on ne croirait pas d'ailleurs quand on voit 32 panneaux comme ça qui rentrent dans le véhicule. Mais c'est parce qu'ils sont vraiment rentrés en quinconce et c'est optimisé au maximum. Alors avant de partir, on avait planché avec Jocelyn sur les scénarios de charge possibles. Comment ça allait se passer dans une journée classique de l'expédition. Du coup, la première chose, c'était de regarder quel était le rayonnement. Toi, tu étais convaincu dès le départ qu'il y aurait largement assez au Maroc au printemps pour que ça fonctionne, mais ça allait mieux en le vérifiant avec des chiffres. Et donc le scénario qu'on avait en tête, c'était un scénario qui ressemblait à ça, avec une phase de route le matin d'une 30aine de kilomètres au lever du soleil, pour consommer la fin de la batterie. Ensuite, une charge matinale, 8 heures à la pause méridienne à peu près. Ensuite, une phase de roulage la plus courte possible au zénith pour consommer les 60 km, les 2 tiers de la batterie. Puis une recharge l'après-midi, et puis à nouveau une demi-batterie le soir, avec l'idée de faire 120 km dans la journée, mais réparti en 2 charges. Et c'est pas vraiment, je crois, ce qui s'est passé. Est-ce que tu veux en dire un mot Oui, en fait, ce qui s'est passé, donc l'idée c'était d'arriver à peu près à faire 100 km par jour. Et en fait, il s'est trouvé qu'une charge, ça suffisait, quoi.
Et on faisait plutôt la charge l'après-midi. Et en fait, on n'avait pas besoin de faire nécessairement 150 km par jour. Donc les 100 km allées, en une seule charge, ça suffisait en faisant une charge l'après-midi. Un peu plus longue peut-être, on faisait 3-4 heures, mais c'est vrai qu'après, il faut s'adapter aussi au temps. On n'a pas forcément eu du super temps au Maroc, on a eu quand même des précipitations, des ciels nuageux, etc. Donc ça influe aussi sur les temps de charge. Donc on a passé par contre un peu plus de temps à charger en général, hein. C'était plutôt 4 heures en général. Puis c'est vrai qu'après, en fonction de l'endroit où on est, on a envie aussi d'ajuster l'endroit où on s'arrête pour qu'il soit pertinent, etc., les aléas du voyage. Donc là, on n'était pas dans la recherche nécessairement de performance pour pouvoir faire un maximum de kilomètres par jour et prendre un peu le temps, quoi. On vous a pris quelques photos de l'armement. Ouais, on peut en parler un petit peu. Alors là, on voit que j'ai le matériel de cuisson pour cuire à l'induction et se faire chauffer de l'eau. J'avais quand même prévu le gaz au cas où, c'est jamais, qu'on n'a pas utilisé. Un bidon d'eau de 13 litres qu'on avait devant entre les jambes. Et puis deux plaques de désensablage qui sont fixées sous le véhicule pour pouvoir soit faire du franchissement, soit se désensabler. On les a utilisés d'ailleurs. Et la pelle qui est toujours... Les câbles? Alors des câbles, ouais, ça oblige quand même à prendre certains câbles. Alors les câbles de recharge différents aussi pour pouvoir se recharger sur tout type de prise, hein, parce qu'il faut quand même être assez résilient. Ça prenait quand même un petit peu de poids les câbles. Voilà, entre pièces de rechange et outillage, je dois avoir à peu près 25 kg de matériel. Le phonium faisait partie du voyage. Voilà. Et les partitions. Et les partitions avec. Voilà. Pour un poids total de 834 kg sans les êtres vivants qui sont dans le véhicule. L'inerte fait 834 voilà. kg. Donc grosso modo, une centaine de kilos pour l'armement solaire pour être autonome. Et après 70 kg pour le reste, entre pièces de rechange et le nécessaire pour la cuisine, etc. Alors le périple, donc c'est chaque point du graphique est effectivement un arrêt de recharge, hein, positionné sur le trajet pour 6750 km. Et donc tu as rechargé 106 fois. 106 fois, ouais. 106 recharges et donc 670 kWh consommés, tout confondu entre le solaire et le réseau. Et du coup, pour la suite de l'exposé, on a tronçonné cette expédition en 3. Le premier segment, c'est Bourgoin-Jallieu, Algésiras. Le deuxième segment, c'est donc la boucle marocaine en orangé, qui passe par l'est et qui remonte par la côte. Et puis le troisième segment, j'ai hâte de rentrer à la maison, c'est l'épine rouge. Et c'est donc de Algésiras à Bourgoin-Jallieu. Alors le premier segment, France-Espagne. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot de ton retour d'expérience sur Retour d'expérience, sur ce premier segment? Un peu rapide, effectivement, donc 38 recharges. En France, on voit que les points sont relativement espacés, ce qui est moins le cas après en Espagne. En France, j'ai fait que la route nationale. J'en avais quand même assez des ronds-points à la fin, ça je peux l'avouer. Je pense que la nationale, c'est plus comme avant. Et on ne peut pas faire 2 km sans tomber sur un rond-point. C'est usant, quoi. Quand on fait 600, 700 km de national comme ça, avec que des ronds-points, des villages à traverser, etc. Il y a une partie qui était très bucolique, la partie de la Drôme, la première partie, c'était super. Surtout que j'avais le droit dans le dos en plus, j'avais du Mistral, c'était très bien. Et par contre, après, plus sur la côte, là, quand on rejoint la côte, à partir de Montpellier, là, c'était que des ronds-points, quoi. Voilà. Et après, donc, j'ai voulu faire la même chose en Espagne, et j'ai vite compris qu'en Espagne, ça n'allait pas être possible. Je n'allais pas pouvoir suivre le bord de côte. Et donc j'ai dû prendre la 4 voies qui est gratuite d'ailleurs, hein, parce qu'en fait c'est soit la 4 voies, soit on est dans les villes. Et j'ai pu aller un peu plus vite au départ parce que j'avançais pas du tout. Par contre en Espagne, le retour d'expérience, c'est qu'au niveau des bornes de recharge, elles étaient très très peu fiables, quoi. Un gros écart par rapport à la France. Et je pense que pour situer l'Espagne par rapport à la France, ils sont peut-être 5 à 7 ans en retard au niveau de la fiabilité du réseau, quoi, du déploiement du réseau. Alors moi je parle avec des bornes comme ça en recharge publique. Je ne peux pas dire sur les recharges sur autoroute en courant continu parce que je n'y accédais pas, je ne les regardais même pas. Mais dans tous les cas, les recharges publiques, c'est relativement pauvre et peu fonctionnel. À part Iberdrola, qui est l'opérateur principal, c'était très peu efficace. Grosso modo, j'avais à peu près 50% d'échecs sur les bornes, quoi. Quand j'allais sur une borne, soit elle ne marchait pas, soit elle n'avait pas la puissance. Voilà, ça c'est pour la partie Espagne, sur les bornes publiques. Comme les recharges sont longues, en fait, le trajet, je l'ai fait en non-stop, c'est-à-dire que je roulais en permanence et dès l'instant que je pouvais charger, je me reposais puis je repartais. Donc la journée, ça se passait bien, je faisais des petites siestes tranquillement. Et après la nuit, systématiquement, je me couchais pour pouvoir dormir quand je rechargeais, puis je repartais pour 1 heure, etc. Un rythme de marin. Un rythme de marin, quoi. Ouais. On passe en image? Ouais. Allez. Here we go.
pour ce premier segment. Alors, c'est vrai que ça paraît plus rapide comme ça. Hein. Alors la vidéo, oui, est en moyenne accélérée à 400% à peu près. Alors pas toujours, parfois un peu moins, parfois un peu plus pour s'adapter aux besoins du montage, mais c'est à peu près 4 fois plus vite que la vitesse réelle du véhicule. La deuxième segment, Voilà. donc là attention, le distinguo, donc 2300 km au total, mais dont 1500 km fait en énergie solaire. C'est valable pour toute la boucle jusqu'à Marrakech. Et à partir de Marrakech, Jocelyn a souhaité tester le réseau de bornes marocain tout de même, pour voir ce que ça comparait avec notamment le réseau espagnol et le réseau français. Donc la partie Marrakech-Tanger, enfin Marrakech-Ceuta a été faite sur réseau. Donc je vous ai mis le détail là, 25 recharges de 150 kWh en solaire et 11 recharges pour 61 kWh en réseau, donc borne classique. Donc effectivement, sur toute la partie est, on allait dans des zones où de toute façon il n'y avait pas de prise, il n'y avait rien, donc il fallait être en autonomie. Et c'était le but de tester aussi la centrale solaire. À côté de ça, j'étais en contact aussi avec le réseau marocain de développement de la mobilité électrique. En étant en contact avec eux, je m'étais proposé de tester leur réseau de recharge. Et le but était aussi de prouver qu'au Maroc, où ils sont en phase de développement des véhicules, je pense que c'était pertinent de démontrer qu'avec un petit véhicule, avec une petite batterie, avec le réseau qu'ils sont en train de développer et qui est très jeune en fait, essayer de montrer que déjà là, ils pouvaient atteindre des performances qui sont intéressantes avec des petits véhicules. Voilà, donc si ça peut participer à développer les petits véhicules avec des petites batteries peu chères, etc., sobres, ça pouvait effectivement contribuer au développement qui est en cours en ce moment là-bas. Donc voilà, donc ça nous a permis de bien échanger. Ils ont été très facilitants en expliquant pas mal de choses et en étant vraiment intéressés par avoir un retour d'expérience par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'effectivement la partie Marrakech, on voit les bornes, elles sont beaucoup plus espacées que le reste. Donc on a conclu que c'était quand même intéressant aussi, compte tenu des contacts que Jocelyn avait sur le réseau de bornes au Maroc, que c'était intéressant d'évaluer et surtout en plus de conclure avec surprise que finalement, si j'en crois ton retour d'expérience, c'était plus confortable de charger sur les bornes marocaines que ça ne l'a été d'utiliser les bornes espagnoles en fait. Tout à fait, ouais. Alors, ça, avec des bornes plus fiables, plus récentes, qui ont été installées plus récemment et qui sont plus robustes. Tu voulais ajouter autre chose? Non. Allez, on passe en image au Maroc alors. parler un petit peu de charge et de rayonnement. Donc là on est arrêté au bord d'un verger. Ici les panneaux sont en charge. Alors on peut distinguer qu'il y a un petit peu d'ombre, pas grand chose quand même au niveau des panneaux. Là on a 4 kW crête qui sont installés avec les panneaux. Donc chaque rangée fait 1 kW crête, composé de 8 panneaux. Et là on produit en ce moment 1,5 kW, voilà, sur les 4 de puissance installée, avec cette luminosité. Et il est 11h30 du matin.
Et donc, troisième segment. Donc le retour, Repetita vers l'Espagne, voilà, il fallait le faire. Alors j'ai réussi à faire quand même moins de recharge parce que j'ai réussi à me rappeler, je n'ai pas tout noté de les bornes que j'avais pratiquées, mais j'arrivais à me rappeler, un peu me resituer sur les bornes qui marchaient, quelques-unes. Puis je connaissais un peu les opérateurs, j'arrivais à mieux anticiper les bornes qui étaient susceptibles de ne pas marcher notamment. Donc c'était un petit peu plus efficace, malgré qu'il m'est arrivé une petite aventure, j'ai perdu mon câble de recharge en roulant. Et ouais, j'avais la porte arrière qui était mal fermée, le câble était posé dessus, j'ai pris un virage, elle s'est ouverte et comme il arrive qu'elle s'ouvre régulièrement, j'ai passé le bras, j'ai refermé la porte, puis j'ai continué. Et puis arrivé à la station, il me manquait le câble. Donc, et j'avais plus de kilomètres, j'avais plus rien, j'étais coincé à la borne et sans câble de recharge, donc c'était un petit peu compliqué. Ouais. J'ai perdu pas mal d'heures la nuit là, pour arriver à trouver une solution, à chercher des prises dans la station au milieu de la nuit. Et après j'ai réussi à me procurer un autre câble dans la matinée. Voilà, mais c'était un moment un peu de grande solitude, là, au milieu de la nuit, sans son câble de recharge qui est perdu quelque part. Et de toute façon qu'on ne peut pas atteindre parce qu'on n'a pas, on n'a pas assez d'autonomie. Donc tu as été très vite sur cette séquence-là, donc Ouais. on a moins d'images à vous montrer, mais les images sont essentiellement en Espagne, puisque vous verrez que la dernière séquence vidéo s'arrête au franchissement de la frontière. Après, Jocelyn a été en mode machine, on n'était plus là pour faire des images, quoi. On était là pour rentrer à la maison. Alors du coup, avant de terminer l'exposé, je voulais vous présenter 2 slides de bilan carbone comparatif, délibérément provocateurs. Ceux qui me connaissent le savent. Donc ici, je vous ai mis l'empreinte carbone en grammes de CO2 par passager kilomètre. Donc l'unité ici, c'est combien ça émet de carbone pour un passager par kilomètre parcouru. La couleur du bâton, c'est le pays dans lequel la consommation d'électricité a lieu, puisque dans un véhicule électrique, c'est fondamental. Alors, sauf pour le véhicule thermique que j'ai mis pour référence ici à droite, qui lui, pour le coup, émettrait autant en France, en Maroc ou en Espagne. Et donc ici, vous avez la 2 chevaux en covoiturage à 2 avec la centrale solaire. Et donc là, vous êtes à 6 grammes du kilomètre. Alors le grand gagnant de ce classement, vous le voyez, hein, c'est le TGV français là, qui est à 3 grammes. Donc avec une 2 chevaux à 2 en centrale solaire, vous êtes tout juste à 2 fois plus que le TGV en France. Mais par contre, vous êtes équivalent au TGV espagnol, parce que l'Espagne a un mix qui est un peu plus carboné que la France. Ici, vous avez la 2 chevaux sur centrale solaire, mais tout seul. Le train, donc en France, en Espagne, au Maroc. La 2 chevaux en covoiturage sur borne, en France, en Espagne, au Maroc. La 2 chevaux seule, en France, en Espagne, au Maroc, et sur borne aussi. Une Tesla,
J'ai pris la Tesla 3 parce que voilà, c'est celle qu'on voit le plus souvent, je pense, dans lequel il y a un autosoliste, en France, en Espagne, au Maroc. Et puis la moyenne d'un véhicule à essence, à pétrole, pardon, en France. Donc c'est une moyenne diesel-essence, ce n'est pas une différence fondamentale. Donc là, si on peut en tirer quelques conclusions, là peut-être, ça montre en fait qu'au sein des véhicules électriques, le fait qu'un véhicule est rétrofité, qu'on utilise un ancien véhicule et qui par définition va devoir utiliser des petites batteries parce qu'il va être très limité en poids par rapport à son système de freinage, etc. En fait, il y a quand même une différence, et moi j'étais assez surpris par la différence avec le Model 3 par exemple, qui est un véhicule actuel, qui est produit à grande échelle, et qui a une empreinte qui est due aux matériaux qui sont utilisés à son poids. Malgré sa haute technicité, etc., et son volume de masse, il a quand même, il y a quand même une empreinte qui est assez, comparativement, qui est quand même nettement moindre qu'un véhicule thermique, mais qui est quand même supérieure par rapport à un véhicule rétrofité, quoi. Alors il faut peut-être quand même nuancer un chouïa ce qu'on est en train de dire, et je pense que ce ne serait pas honnête de ne pas le dire, c'est que la sécurité passager dans une Tesla 3 n'a quand même rien à voir à celle dans une 2 chevaux rétrofitée. Il y a quand même une part significative de la masse de la Tesla qui est dédiée à la sécurité des occupants, qui n'existe pas au moment où la 2 chevaux est conçue, même dans ses dernières itérations. Et donc du coup, légitimement, le fabricant incorpore ces nouvelles normes de sécurité, et elles ont un poids et donc un coût énergétique qui se répercute dans la consommation du véhicule. C'est pas la seule raison, mais c'est une raison valable en tout cas pour laquelle il est plus lourd. Et on peut voir aussi qu'effectivement, un véhicule électrique qui, comme la Tesla, un véhicule moderne de grande série, qui recharge sur le Maroc, qui a un mix électrique qui est principalement charbon, comme on pourrait le voir en Pologne par exemple. On utilise souvent la Pologne pour référence ici en Europe. C'est quand même, on reste quand même inférieur par rapport à un véhicule thermique. Alors pour la 2 chevaux, pour rentrer dans les détails de ceux que ça intéresse, on a délibérément fait le choix méthodologique de comptabiliser tout ce qui avait fait partie depuis le rétrofit, donc le rétrofit du moteur électrique, de la batterie, de toutes les nouvelles pièces que Jocelyn a rajoutées, du nouveau chargeur, tout ça c'est compté dedans. Par contre, on n'a pas compté le châssis de la 2 chevaux historique parce qu'elle est de 86 et qu'on a considéré qu'au bout de 40 ans, il y a un moment, il faut arrêter d'amortir les machins sur des durées. C'est que de l'acier en fait, une 2 chevaux, et l'acier c'est 2 tonnes, grosso modo 2 tonnes à la tonne. On a mis comme dans le calcul le renouvellement d'acier que j'ai fait. On a mis changé un les tout ailes, petit des peu, portes. voilà, c'est ça. Les quelques éléments neufs, en fait, on les a comptés, mais on n'a pas compté la construction de la 2 chevaux en 86. Et pour terminer, du coup, voilà une comparaison de 4 scénarios, tout à fait arbitraires bien entendu. Donc la première colonne qui vous montre l'empreinte d'un voyage fait en train. Donc il faut à peu près 4 jours pour faire le périple, aller-retour. Alors le périple que j'ai pris, c'est Bourgoin-Jallieu-Marrakech, évidemment, c'est pas toute la grande boucle qu'a fait Jocelyn, c'est se rendre à Marrakech pour des vacances et revenir. Et quelques équivalences usuelles sur l'empreinte de fabrication. Alors, pour ce qui est des smartphones, il s'agit de l'empreinte de fabrication de 2 smartphones, et pour ce qui est des t-shirts, de l'empreinte de fabrication d'une douzaine de t-shirts. La deuxième colonne, c'est Jocelyn uniquement en mode solaire, à peu près 2 semaines de délai, enfin 1 semaine pour y aller, 1 semaine pour rentrer. Un ordre de grandeur qui est assez proche finalement, 10 kg de plus. Ensuite, le même scénario, mais en utilisant les bornes des pays concernés, donc en se posant pas de questions, sans centrale solaire, parce qu'on veut mettre les enfants à l'arrière de la 2 chevaux par exemple. Et enfin, le scénario, malheureusement le plus fréquent, qui est, il vous faut à peu près une journée, mais c'est 830 kg de CO2, et c'est la raison pour laquelle je ne l'ai pas mis dans le graphique précédent, parce que ça écraserait les autres statistiques. Merci à tous. Merci.